Double attaque terroriste enregistrée ici à Bamako en début de semaine. Quelques jours après ce qu'on en sait, c'est l'intitulé de l'émission de ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier déjà, Monsieur Modibo Diakité, il est de la société civile. Monsieur Diakité, merci d'être là. Merci, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et à toute la nation malienne. En face de M. Diakité, Madame Evelyne Jacques, elle est la présidente de la COFOR. C'est bien la COFOR, Madame? Merci d'être là. Merci à vous, Barou. Troisième invité, M. Bagui Diarra, analyste politique. M. Diarra, merci d'être là. Moi de vous remercier et nous aurons l'occasion effectivement de présenter nos condoléances tout à l'heure à tous les peuples du Mali. Avec lui, on fait les retrouvailles finalement. Docteur Ali Di Agali Wele, il est vice-président du BRDM. Docteur, merci d'être là. Heureux de te retrouver autour de ce plateau. Un grand plaisir d'être avec vous. Je le disais donc tantôt qu'en début de semaine, le Mali a vibré au rythme d'une double attaque terroriste visant donc l'école de la gendarmerie ici à Bamako, une partie de l'aéroport de Bamako aussi. Quelques jours après, comment peut-on évaluer la gestion de ces attaques par les autorités militaires et celles politiques déjà Diakité? Est-ce qu'on en sait un peu maintenant sur le bilan ou le modus operandi utilisé par les terroristes pour perpétrer ces deux attaques? Bon, pour le bilan, on sait qu'il y a le bilan humain est énorme. Officiellement, on n'a pas quand même un communiqué des autorités bien placées. Vous dites qu'il est énorme, comment vous tirez Parce que déjà, il y a certains médias internationaux qui communiquent un bilan. Les groupes terroristes aussi communiquent un bilan. Mais nous, on ne veut pas quand même soutenir ces deux communiqués des médias internationaux et les terroristes sans que le gouvernement, de façon officielle, ne fasse sa communication. C'est de ça que nous, on a besoin. Mais d'ores et déjà, on sait que tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les massacres des terroristes par-ci par-là et les massacres, quelques images de nos forces de l'ordre qui ont été étalées sur les réseaux sociaux prouvent à suffisance que quand même il y a eu des pertes en vies humaines. En même temps aussi, l'attaque contre l'aéroport international, qu'il y ait des victimes ou pas, c'est quelque chose à condamner. Et du coup, c'est une atteinte à l'image du pays parce que l'aéroport, c'est la vitrine. Donc, si on dit que l'aéroport est attaqué, donc ça remet en cause toute la crédibilité et toute la chaîne sécuritaire du pays. Donc, du coup, ça, c'est une atteinte à l'image de notre pays. Donc, il faut aussi condamner à part. D'accord. Evelyne, à part certains médias occidentaux et même quelques pages, en tout cas dirigées par les terroristes, pas de bilan au niveau du gouvernement, en tout cas pas de bilan officiel. Oui, pour le moment, on n'a pas de bilan officiel, juste qu'on a vu un article dans le journal Le Soir, je crois que beaucoup l'ont vu, où on parlait d'une cinquantaine, ça faisait même la première page du journal, une cinquantaine de jeunes officiers qui étaient à la gendarmerie. Ce qui n'est pas précis. Voilà, ce qui n'est pas précis, et qui ont été enterrés à l'enceinte même de l'école de la gendarmerie nationale. Donc on ne peut pas confirmer ou infirmer ces dires, puisqu'il n'y a pas de communiqué officiel jusqu'à preuve du contraire. On a juste eu un communiqué d'état-major qui a suivi les quelques heures après l'attaque. Donc, à part ça, nous n'avons pas de communiqué officiel. Mais on espère que dans les jours à venir, que l'État sortira de son silence et que nous aurons quand même quelque chose de plus concret, de plus... voilà. Bagui, jusqu'à preuve du contraire, pas de bilan officiel, non, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, dans ce que je peux trouver comme interrogation au niveau de mes propres sources, jusque-là encore, pas d'informations officielles sur le bilan. Mais je pense qu'à l'entame de mon propos, je voudrais véritablement quand même rendre hommage à nos femmes dans leur ensemble, présenter effectivement mes condoléances les plus profondes à toutes ces familles qui ont été endeuillées pour ces jeunes qui sont tombés
nos jeunes qui voulaient porter effectivement, qui étaient engagés déjà à porter, on va dire, la tenue honorable de nos femmes. Encore que tout ce qui sont tombés dans cette crise-là, plus largement, que leur âme repose en paix. Je pense que pour aller un peu plus loin dans ma réponse, il est clair que je ne vais pas spéculer sur le bilan parce que, étant donné qu'il n'y a pas eu d'informations officielles là-dessus, je pense qu'il est important de rester, si vous voulez, à l'écoute donc de nos autorités là-dessus parce que le traitement de l'information, je pense qu'en matière de terrorisme est quelque chose d'extrêmement important parce que tout ce qu'il faut éviter, c'est d'entacher la sérénité des populations et des forces armées elles-mêmes. Et cela est extrêmement important. Je pense que le traitement de l'information a un rôle extrêmement important dedans. L'autre élément, je pense, vous l'avez dit, dans le modus operandi, il est important que nous sachions qu'est-ce qui est arrivé réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que les premières informations que nous avions dessus, il y a deux éléments qui ressortent fondamentalement. C'est que le premier, ceux qui nous ont fait ça étaient dissimulés dans la population pendant une certaine bonne période d'ailleurs. Et c'est que le deuxième élément que nous avions, c'est que ces éléments-là, du fait de cette dissimulation-là, ont eu effectivement peut-être à avoir certaines aides, peut-être directement ou indirectement, parce qu'en général, ils peuvent arriver chez quelqu'un sans que vous ne savez réellement ce qu'ils ont au fond d'eux, même si c'est un parent à vous ou même si ce sont des proches à vous. Donc je pense que ces deux éléments nous disent fondamentalement que dans le modus operandi, c'est véritablement du terrorisme, mais le plus important, il y a un message derrière. Quand vous voyez la majorité de tout cela, c'est vraiment des enfants. Et quand on utilise des enfants, je pense que c'est une donnée importante sur laquelle il faut aussi faire un certain nombre de commentaires. Ok, docteur, on était juste en train de tenter de dresser un bilan. Est-ce qu'on en sait plus quelques jours après finalement? Et au jour d'aujourd'hui, j'attends toujours le bilan officiel. Et c'est vrai que devant une telle situation, on est toujours pressé d'avoir la situation exacte. Je sais que les autorités ont une situation. Et est-ce que c'est le moment de communiquer? Et je pense que nous laissons le soin aux autorités de prendre toutes les dispositions parce que c'est une situation inquiétante et qui doit vraiment décanter et avec toutes les précisions. Et on n'est pas pressé de communiquer forcément le bilan, et c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et d'avoir toutes les informations et continuer les enquêtes qui sont prioritaires. Et en matière de défense, quand les menaces sont identifiées, les dangers étant identifiés, il est important d'aller avec tact. Et je pense que c'est cette démarche qui est en cours. Et c'est une situation vraiment déplorable qui personne ne s'attendait, mais qui peut arriver. Et qui peut arriver, et tout est possible. On a eu des puissances qui ont été attaquées le 11 septembre 2001, les États-Unis, que vous pouvez imaginer. On a eu le Bataclan en France, que vous pouvez l'imaginer. Et c'est pour vous dire, les attaques, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais il faudra minimiser les différentes situations. Okay. Est-ce que c'était des attaques qui étaient évitables, comme certains le disent? Bon, vous savez, la sécurité... L'aéroport et la gendarmerie. L'aéroport, la gendarmerie, il fallait que ça se passe pour que les gens se rendent compte qu'il y a une menace réelle sur la population. Et ou même qu'il y a des failles aussi. Voilà, qu'il y a des failles. En tout cas, la sécurité ne s'impose pas. Et ça se prépare en amont et en aval. Aujourd'hui, les dispositifs sécuritaires ont montré quand même un certain nombre de limites, surtout face aux terroristes, pour dire que ce n'est pas seulement que les armes qui peuvent mettre fin à cette lutte-là. Il faut de nouveaux dispositifs pour quand même contrer. L'autre co-débatteur était en train de mentionner dans ses interventions l'apport de la population. On va en parler, hein? Oui. Le fait que certains étaient dissimulés parmi la population prouve à suffisance que... On n'a pas de preuve qu'il y avait des gens qui étaient dissimulés. Ben, il y a quand même une décision... Puisqu'il n'y a pas eu, jusqu'à la preuve de contraire, de communication officielle allant dans ce sens. Il n'y a pas eu de communication officielle, mais il y a une décision qui a surpris tout bon Malien concernant la fermeture des marchés de bétail sous prétexte des questions de sécurité nationale. Et cette décision prouve à suffisance que les terroristes, peut-être
on a en train de stigmatiser un certain nombre de groupes ou de liés pour dire que ceux-ci sont ni des terroristes. D'autant que tout le monde peut être terroriste à un moment donné. Donc, le dispositif sécuritaire ici dans notre pays est en train de montrer ses limites. Il faut intégrer des nouvelles dimensions, surtout mettant un accent particulier sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité avec la population. Parce que l'enjeu devient de plus en plus énorme. Et il faut trouver un moyen qu'on ait une population civile résiliente qui travaille de main dans la main avec les forces de l'ordre et de sécurité afin d'apporter des solutions idoines aux problèmes sécuritaires. Evelyne, les Maliens les plus exigeants réclament à ce que des têtes tombent au niveau de la chaîne sécuritaire et même politique déjà. Est-ce que ces revendications sont justifiées dans le contexte actuel? Bon, je pense que oui, parce que du moment que cette opération s'est déroulée, on a semblé, nous en tout cas, qui l'avons perçu de loin, on a vu que on a trouvé ça que c'était un peu trop facile, que ces deux jeunes qui étaient sur quand même le tarmac de l'aéroport international du Mali, au point d'essayer de mettre le feu à l'avion présidentiel et même s'attaquer au pavillon présidentiel, prouve à suffisance qu'il y a quand même... Il y a eu un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement et qu'il y a quand même des complicités au fait. Parce que si j'ai cru entendre qu'il y a un monsieur qui se rendait tous les jours pendant 2 ans, qui fournissait du pain... C'est au niveau de la gendarmerie. À la gendarmerie, oui. Oui, à la gendarmerie. Donc je me dis que ce sont peut-être des personnes qui ont préparé ce coup pendant un très bon moment et en complicité avec certaines personnes. Et le monsieur qui a été arrêté, qui revendiquait le jeune, j'ai oublié son nom, qui a été arrêté, pardon? La du président. Oui, qui parlait du président, qu'ils allaient arrêter le président et tout ça, qui a été appréhendé il y a l'autre jour. Et je pense que lui aussi, quand il a été vu dans les vidéos, il parlait avec quelqu'un au téléphone. Il donnait des informations en disant que nous venons de rentrer dans la cour de la gendarmerie. Donc, ça veut dire qu'ils sont en contact avec des personnes ici à Bamako, parce que quand on regarde l'âge qu'ils ont, c'est pas eux qui vont prendre la décision. Et en plus, la majorité ne viennent même pas de Bamako. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent des régions et qui ne sont jamais venus à Bamako. Il y a même ceux qui ont été interviewés sur le coup, à part des militaires filmés, qui disaient qu'ils n'ont jamais venu à Bamako, ils viennent de Direy. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des gens qui les ont logés pendant tout ce temps, qui les ont hébergés, qui les ont donné à manger et qui les ont guidés dans ce qui a été fait. Donc pour nous, oui, s'il y a des personnalités politiques ou même des personnalités militaires, des autorités militaires qui sont derrière cette affaire, je pense que ça doit être tiré au clair et que la population a le droit de savoir, parce que ça, vraiment, on n'a que le Mali, et le Mali, ça nous appartient à tous. Personne n'a le droit de soutenir une attaque terroriste contre son pays. Ok. Bagui, une certaine opinion exige à ce que des têtes tombent après ces attaques meurtrières. Moi, je pense que c'est une approche qui me semble un peu plus simpliste en réalité. Parce que vous savez, le terrorisme, de par son nom, et quand vous voyez effectivement le mode opératoire basique qu'est la dissimulation, qui est une réalité parce qu'il se cache et n'est jamais écrit sur le front de quelqu'un qu'il est terroriste a priori, mais en général, il les sert en toute sincérité. Donc, c'est-à-dire quand ça arrive comme ça, il faut d'abord garder toute la sérénité, parce que l'acte est d'abord lâche et très lâche. Il n'affronte jamais quelqu'un en face comme cela. Et l'autre élément qu'il cherche, ça c'est vraiment ça. Vous pouvez prendre quelqu'un dans le feu de l'action comme ça. Il n'a peut-être jamais été en contact avec quelqu'un d'autre, il va dire que c'est cette personne-là. Et donc, si vous y croyez, c'est pour cela vous voyez que la police scientifique est un élément extrêmement important si vous voulez établir les faits, si vous voulez savoir réellement qu'est-ce que la profondeur d'un acte terroriste. Donc, la police scientifique fait partie, l'intelligence artificielle et tout ça. Et vous allez voir que c'est le niveau technologique qui rentre en ligne de compte dans les moyens, en tout cas pour une autorité ou pour un pays, de réduire le champ de dissimulation en fait des potentiels terroristes. Et donc ce n'est pas quelque chose de, c'est pas du tic au tac tout de suite. Et donc c'est pour cela quand ça arrive, le premier élément c'est la sérénité. Le deuxième élément c'est véritablement d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'ils sont arrivés et en arrivant qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on fait en sorte que ça ne se reproduise plus. On prendra des mesures en ce moment-là. Ça peut arriver effectivement qu'on fasse changer effectivement de poste s'il s'agit d'une
sanctions aussi changer, d'améliorer, on peut intensifier et tout ça. Ce que je vais dire pour faire court là-dessus, je pense que nous devons faire extrêmement attention sur des choses. Ouais. J'avais dit de ne pas du tout perdre la sérénité, même dans les traitements de l'information, parce que c'est extrêmement important. Et si on ne fait pas attention à ça, on va tomber dans le deuxième élément, c'est qu'on va davantage entacher notre cohésion sociale. Alors que pour arriver au bout du terrorisme, il faudrait que autorités et population soient ensemble pour vaincre ce mal-là, parce que c'est un mal contre nous tous. Et donc c'est extrêmement important que dans une approche de traitement de l'information, dans une approche de communication et de la part des autorités et de la part des populations, que nous sachions, à mon avis, raison garder. Et lorsque nous avançons dans les analyses, que ce soit des analyses véritablement soutenues et qu'on comprenne que nous n'avons pas à jouer implicitement le rôle des terroristes, parce que c'est ceux qui veulent davantage effectivement nous diriger, et du moins nous diviser, et faire régner la peur et faire en sorte qu'en ce moment on ne croit plus les uns aux autres, alors que nous avons besoin justement de cela pour aller de l'avant. Docteur, hein, est-ce que les autorités aussi doivent entendre en tout cas ces cris de ces Maliens qui pensent que après ces attaques, il faut véritablement situer des responsabilités et même prendre des mesures en tout cas préventives, hein, pour que des têtes tombent déjà. Est-ce que vous souscrivez à cette proposition? Et en fait, à la matière, nous sommes dans la gestion de crise. Et dans une telle gestion, il est important quand même de faire l'état des lieux. Et c'est ce que je l'ai dit. Et c'est ceux qui sont dans ce processus. Et ceux-ci, ils vont savoir exactement qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les solutions correctrices. Et en la matière, on doit savoir s'il y a des défaillances réelles auxquelles on doit sanctionner certains responsables. Mais si ce n'est pas utile, je ne pense pas que ça soit vraiment automatiquement la raison. Certains pensent qu'il faut démissionner. Il y a des moments où il ne faut pas démissionner. Et ça dépend de certaines situations. Si les fautes sont avérées, en ce moment, les dispositions peuvent être prises par rapport à certaines situations. Et comme je l'ai dit à l'entendre, en matière de terrorisme, tout est possible. Vous savez, c'est très facile de dire il y a eu des failles, il y a ceci. Il n'y a jamais le risque zéro. Jamais. Jamais. Encore une fois de plus. Et on va toujours faire face à certaines situations pour maîtriser. Et le plus important, on doit se sentir encore plus heureux parce que les autorités ont communiqué plus tôt pour dire que la situation était maîtrisée. Ça dénote déjà une telle organisation. Même s'il y a eu des failles, ils ont pu maîtriser. Et ceux qui ont communiqué pour dire qu'ils vont aller jusqu'à Koulouba, je pense que ces personnes sont déjà entre les mains. Ça a déjà la maturité de notre force, de notre armée. Et c'est ça le plus important. Il y a de moi, ça ne sert à rien de faire de bruit. Et la situation aujourd'hui est maîtrisée parce qu'après, on n'a pas eu d'autres situations. Et il faut se préparer au pire. C'est ça, en matière de crise, toutes les situations sont possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'on a la situation maîtrisée, mais demain, il peut y avoir une autre situation inattendue. Et c'est pourquoi on doit toujours être en alerte maximale. Et c'est pourquoi tous les citoyens maliens, sans exception, ce n'est pas seulement les forces de l'ordre, on doit être vigilants. Et on doit communiquer, on doit alerter en moindre, comme on dit, au moindre geste que nous sentons par rapport à certaines populations suspectes. Et c'est un travail qui s'est fait de façon collégiale. C'est vrai qu'il y a certains qui ont la responsabilité, la lourde responsabilité de prendre des mesures préventives, et je sais que les mesures préventives sont faites. Si ce n'était pas fait, on n'allait pas être là aujourd'hui. Peut-être ces failles qui sont décelées vont être corrigées au fil du temps. Et comme on l'a dit, est-ce qu'il y a eu des complicités internes, externes? Ce n'est pas exclu, tout est possible. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On peut être trahi même à l'interne. Ce n'est pas exclu. On peut être trahi par même des gens qui sont au sein de la structure, comme on l'a dit. Et ce n'est pas exclu. Et il y a des choses qu'il faut vraiment analyser en profondeur. Et je sais que les autorités sont là-dessus. Et je sais qu'il y aura plus de précision les jours à venir. Et même si ça ne sera pas communiqué avec tout le monde, et je sais que les solutions définitives et par rapport à cette crise, nous allons avoir peut-être les informations réelles. Et qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les complicités et qui sont à l'interne qui sont complices et même la source. Parce que ceux qui ont été arrêtés, on sent de façon évidente que ce n'est pas déjà expérimenté. Voilà. Et quand on voit la méthode, c'est facile. Hein? Les gens peuvent être surpris le mécanisme. On prend des innocents dans une communauté, ils n'ont même pas le choix. Ils ne peuvent même pas refuser. Ils ne peuvent même pas refuser. Et quand ils viennent, ils sont souvent, et on les trompe. Et sous l'effet de l'action, ils se voient dans une situation difficile, ils n'ont pas le choix. Okay. Voilà. Monsieur Diakité, hein, comment vous évaluez déjà l'implication des populations dans la gestion de ce dossier? Surtout le jour de l'attaque, on a entendu en tout cas le chef d'état-major appeler la population à ne pas tomber dans l'amalgame, par exemple. Il y a des choses désagréables qui s'est passées, comme des choses agréables se sont passées aussi. On a vu à la place publique la population en train de brûler
des gens supposés terroristes. On a vu quand même une personne calcinée. Hein? Calcinée. Et là, c'est un acte aussi condamnable. Il ne faut jamais accepter de brûler un être humain. Partout où ça s'est fait, il n'y aura jamais la paix dans ces endroits. Donc que les Maliens comprennent que aller brûler les citoyens, peu importe leurs fautes, cela incombe à la justice et non aux citoyens. Les citoyens ne doivent pas se rendre à la justice. Maintenant, l'implication de la population, c'est à plusieurs niveaux. Un, c'est que d'abord l'attitude même d'un terroriste. Un terroriste, c'est un citoyen et qui se retrouve dans une situation que lui-même il ne maîtrise pas. Parce que du jour au lendemain, l'enrôlement peut se faire. Il est enrôlé sans savoir qu'il va commettre un acte terroriste. Et ceux-là qui sont complices aussi, très généralement, ne savent pas la portée. Vous n'êtes pas en train de justifier le non, terrorisme. Je ne suis pas en train de justifier le terrorisme. Oui. Seulement, comment ça arrive? Oui. Le docteur l'a signalé tout de suite. Les gens qui sont enrôlés, souvent, ils n'ont pas la maturité d'esprit pour comprendre la portée de leurs actes. Et souvent, on ne leur dit pas à l'avance ce qu'ils vont faire. C'est quand ils sont dans le feu de l'action qu'ils sont en mission, ils se rendront compte que j'ai été embarqué dans quelque chose que j'ignorais. Et ça, c'est les médecins après la mort. Sauf que certains le font sciemment aussi. Maintenant, ceux qui le font sciemment, très généralement, vous voyez, quand on est maudit, il y a ce qu'on appelle la malédiction, leur frappe. Dans la majorité des cas, un enfant maudit de communauté, c'est-à-dire, il se sent marginalisé, stigmatisé, personne ne l'accorde de crédit, et pour se faire voir, en ce moment, il va se retrouver dans les rangs de ces gens. Et la population, au lieu d'aider ces genres de personnes à se défaire de ces mentalités, de ces attitudes, on a tendance à se méfier d'eux. Plus on se méfie d'eux, plus on les encourage dans leurs actes ignobles. Donc, la population doit arrêter la stigmatisation des personnes. Et surtout, l'amalgame aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont été arrêtés. Certes, il y a des terroristes parmi eux, mais certes, il se peut que parmi eux, il y en a qui ne sont pas terroristes. Mais s'il faut tout de suite stigmatiser ceux qui ne sont pas terroristes, déjà psychologiquement, ils seront atteints pour toute la vie. Le fait d'être se retrouver embarqué dans une situation similaire comme ça, vraiment va porter une atteinte à leur image. Donc nous, en tant que population, nous avons le droit d'assister les forces de l'ordre et de sécurité, accompagner nos autorités dans la lutte contre le terrorisme. Mais que les autorités aussi comprennent qu'il y a un rôle à confier à la population en matière de partage d'informations et d'accompagnement des initiatives sécuritaires. Et cela ne s'improvise pas. Ça s'est fait dans un cadre bien organisé et structuré entre communautés et responsables sécuritaires. Et il faut vraiment travailler à ça maintenant afin que nous sortons de cette situation. Parce que le terrorisme, il faut trouver un concept local, communautaire, où vraiment on peut mobiliser les ressources locales et communautaires afin d'endiguer ce mal. Evelyne, je vois que vous n'êtes pas visiblement d'accord avec Diakité, hein? Bon, non, j'ai l'écouté. Moi, je pense que parce que dans ces dires, il parle des jeunes qui se font enrouler et que ils découvrent après. Je pense que parmi les jeunes qui ont été interviewés, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Parce qu'ils ont même expliqué, le plan a été expliqué, on les a dit, vous venez à Bamako, vous attaquez la gendarmerie, et après, vous prenez un véhicule et vous retournez. Ils l'ont fait pour des besoins pécuniaires, au fait, parce qu'on les a promis de l'argent, je crois un montant de 2 milliards de francs CFA qui devait être versé à leur famille, au cas où ils perdaient la vie sur le terrain. Donc, ils savaient déjà qu'ils risquaient de perdre la vie, parce que quelqu'un qui prend une arme pour tuer une autre personne, il sait déjà que ça c'est un crime. Même si tu es même un enfant de 5 ans sait que tuer une autre personne, c'est un crime. Donc ils l'ont fait parce que voilà, déjà ils sont en complicité avec les parents, parce que il y a certains dont on a dit qu'ils sont les chefs qui les ont envoyés étaient en contact avec leurs parents, donc en complicité. Il y a certains parents qui sont complices de ces acteurs terroristes et qui acceptent pour de l'argent envoyer les enfants se faire tuer ou bien faire poser ces genres d'actes kamikazes, parce que je dirais que ces enfants ce sont des kamikazes, puisque les chefs qui les envoient,
savent très très bien que ce serait difficile d'attaquer carrément un camp militaire et de s'en sortir vivant. Donc c'était des kamikazes et je pense que c'est plutôt, je ne dirais pas malédiction, je pense que c'est un peu plus les conditions de vie de ces jeunes. Parce que quand on regarde, le Mali fait partie des pays en Afrique dont l'employabilité est très 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 bas au niveau de la jeunesse. Donc c'est des jeunes certainement qui n'ont pas de quoi subvenir aux besoins de la famille, et c'est des jeunes qui s'adonnent à des... Parce que ça commence par des petits vols, du banditisme dans les quartiers. Ouais. Parce que même l'autre jour, il y a un de ces jeunes qui a été arrêté avec un Kalachnikov à Bako-Djikouni-Golf la nuit par de la population. Donc ça commence par ce genre de banditisme et après ça va loin. Donc je pense que la première responsabilité revient aux parents de regarder et de surveiller les enfants et de les encadrer. Oui. Donc dire mais déjà, comment vous évaluez l'apport de la population dans la gestion? Moi, je pense qu'il y a eu quand même de l'amalgame que j'ai même dénoncé sur ma page, parce que j'ai eu des témoignages où certains ont été tabassés. Un jeune qui a été tabassé, un jeune mécanicien tabassé jusqu'à 100, le temps que les gens interviennent pour dire que non, c'est un jeune mécanicien qui est certainement mal habillé et tout, il était déjà blessé et que quand les autorités sont venues, ils ont su que bon, il ne faisait pas partie des personnes suspectes, il a été relâché, mais il avait déjà quand même été blessé par la population. Il y a ceci je crois que l'État, les autorités ont demandé à ce que personne ne se rende justice. Quand vous suspectez une personne d'être terroriste, d'appeler le commissariat ou la gendarmerie le plus proche pour que eux ils interviennent. Après eux, leur investigation, si la personne n'est pas réellement suspecte, il est relâché. Donc moi je pense que la population doit aussi comprendre aujourd'hui que c'est vrai que la majorité de ces jeunes sont des Peuls, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la communauté Peul qui est terroriste, ou toute la communauté Touareg, parce que actuellement beaucoup de jeunes Peuls ou de Touareg se sentent menacés en se disant qu'il ne faut pas qu'on les accuse d'actes de terrorisme, et ça peut amener, ça peut aller très très loin, et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Monsieur Diarra, on voit beaucoup de messages de Maliens appelant la population à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le délit d'ethnie ou le délit de faciès par exemple. Ce qui est quelque chose de bien, quand déjà les populations elles-mêmes commencent à appeler l'attention là-dessus, c'est extrêmement important. Et je l'avais dit dans une de mes interventions, il faut qu'on évite effectivement d'être des relais à ces terroristes-là. Parce que chaque fois qu'ils font des choses, il y a des messages derrière. D'abord, je voudrais dire à M. Diakité, peut-être pour le compléter quelque part, que dans le terrorisme, à mon avis, la fermeté, elle est toujours de mise en réalité. C'est-à-dire, quand on prend quelqu'un avec arme à la main, en train de tirer sur une autre personne, en réalité, les causes et tout ça qui sont derrière, spécifiquement liées à ces cas-là, on les oublie. La fermeté fait en sorte que cette personne-là, elle ne retombe plus dans ça, elle ne verra plus la vie. Mais encore une fois, je suis d'accord que les origines ou la profondeur du terrorisme, parce qu'il est déjà établi dans notre pays, il est extrêmement important qu'on comprenne que c'est des réflexions profondes qui vont aller à tout ça. Tantôt, j'entends parler de précarité, ce qui est très juste, parce que si à l'origine, en fait, la précarité elle prend en fait donc de l'ascenseur, ça veut dire que on a potentiellement en fait des jeunes qui peuvent être enrôlés dans ça. Le banditisme, c'est quelque chose de réel et même transfrontalier. Quand on associe à ça, tout cela se retrouve dedans. Les stupéfiants, la drogue et tout ça, depuis le bas âge pour des enfants, tous ceci sont des facteurs effectivement qui contribuent à ce qu'il y ait un potentiel effectivement de jeunes qui soient à la disposition donc de ces terroristes-là. Ce qui veut dire qu'il y a un travail effectivement en profondeur et le long du temps. Ce n'est peut-être pas un truc spontané, ça se fait le long du temps et ça exige qu'il y ait un changement de mode de comportement tant de la part des autorités que des populations, mais de manière à avoir une communication structurée le long du temps, de manière à ce que on comprenne que chaque action que nous posons jour après jour vont dans le sens effectivement de faire en sorte que le terrorisme ne voit pas le jour. Pour revenir à ce cas précis, vous voyez qu'il y a encore un message derrière. Elle l'a dit, ça aussi c'est un élément que effectivement j'avais voulu y toucher à l'entame de mon propos. Vous voyez, c'est comme si, en fait, c'est des missions kamikazes qu'on a envoyées. On envoie des jeunes donc en mission kamikaze. Deuxième élément, ces jeunes, pour la plupart, en tout cas pour l'instant, semblent venir du territoire du Mali, à l'intérieur du Mali, sur le territoire du Mali. Peut-être que les enquêtes donneront plus de détails dessus.
Mais quand vous prenez ces deux éléments, ça veut déjà dire que ces terroristes eux-là même, tout cela, c'est-à-dire que ça soit, il y a en fait le GNIM, le GSIM et tout ça, que ça soit eux, ça veut dire déjà qu'il y a une sorte de, en fait, ils perdent véritablement du terrain et maintenant ils veulent changer de mode opératoire parce que face donc à l'armée qui était donc dans une posture défensive et qui est maintenant dans la posture offensive avec beaucoup plus de professionnalisme et tout ça, donc des présences matérielles équipées et tout ça sur le terrain, ça fait que leur champ d'action, même souvent très structuré, devient difficile pour eux, c'est très réduit et donc il faut trouver maintenant une autre façon de faire. C'est en cela qu'effectivement les populations, d'abord en comprenant le message qu'il ne faut pas stigmatiser, est un élément extrêmement important. Deuxième élément, que des modes des modes de vie doivent changer, mais par rapport à des références qui doivent être établies et partagées en fait entre les autorités et la population, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une société civile structurée. Nos autorités doivent comprendre aujourd'hui et agir rapidement dans ça. Chaque fois que je le dis, en fait, ce dialogue sociopolitique structuré qui fait que même si dans une communauté on a besoin qu'il y ait une interaction entre effectivement la communauté et les autorités en place, faut-il que cette communauté soit structurée et organisée. Il faut qu'il y ait un certain leadership à l'intérieur. Donc je pense que nos autorités doivent effectivement travailler à cela. Elles le font, mais elles doivent peut-être l'intensifier rapidement de manière à ce que cela aille avec les dispositions sécuritaires liées. Donc je m'en arrête là. Docteur, est-ce qu'il y a ce risque d'amalgame aujourd'hui à Bamako après ces attaques? Et dans une telle situation, les risques, comme on dit, zéro n'existe pas. On peut créer la confusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas ce qui est recherché en prenant, comme on dit, des jeunes qui sont de notre communauté et en tenant compte de certains groupes-ci pour qu'on puisse créer la confusion. C'est pas exclu. Et vous savez, les terroristes, ils ont plus de stratégies. Et les derniers événements, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais quand on analyse, déjà, ceux qui cherchent à avoir les informations, ils sont toujours tentés sur le bilan. Et ensuite, quand on écoute, ils amplifient toujours le problème. Ça, c'est important en matière de gestion de crise. Ceux qui sont lecturés, ils amplifient. Et à notre niveau, nous, on essaie de calmer. Ce n'est pas la même approche. Et quand on regarde aussi, tout est fait, en fait, pour impacter le mental des uns et des autres. Pour montrer que, on dit, l'armée malienne est comme ça, alors que ce n'est pas évident. C'est archi faux. En matière de gestion de crise, il faut être spécialiste. Et c'est pourquoi je donne l'exemple, le 11 septembre 2001, l'histoire du Bataclan, on a vu comment ça s'est passé. Et tous les pays du monde peuvent être frappés par des attaques terroristes. Tant que les armes circulent, n'importe où les gens peuvent faire du mal. Et c'est pourquoi il faut être vigilant. C'est pourquoi il faut toujours renforcer la sécurité à tous les niveaux. Et dans notre cas, c'est à nous d'être vigilants. Parce que ce qui est recherché, en fait, ceux qui sont contre nous, nos ennemis, en fait, veulent avoir la même mise sur notre pays. Et c'est ce qu'il faut savoir. Et ils vont utiliser tous les moyens pour diviser la communauté. Ils avaient commencé déjà. Mais heureusement, les autorités maliennes, le peuple malien s'est levé et a compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire, Dieu merci, on a échappé à cette situation dramatique qui est au centre. Et c'est vrai, c'est pour mettre des communautés dos à dos et diviser le pays. Et heureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais à la date d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris cette histoire. Et ils continuent. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ils le feront parce que c'est toujours la méthode qui a été utilisée pour diviser le pays. Ça n'a pas commencé au Mali. Et ce que nous devrons tirer comme leçon, c'est à nous d'être tous les Maliens de comprendre que nous vivons en tranquillité, en paix dans notre communauté ici. À Bamako, il y a toutes les communautés. Il n'y a jamais eu d'affrontement pour qu'il y ait telle communauté contre telle communauté. Ça ne s'est jamais passé. Malgré qu'il y ait ces situations de terrorisme au centre, au nord, les gens ont toujours vécu en harmonie, en parfaite harmonie. Et nous demandons à tous les Maliens d'être vigilants, de ne pas aller dans cette logique, de ne pas transcender et aller à l'exclusion de ce que les gens veulent nous imposer. On doit se donner la main, même s'il y a des anomalies, on doit ramener les partis, les amener à discuter, à mieux comprendre entre nous-mêmes. Et pour éviter ce qui est recherché par l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les discours, à la limite, on dit, bon, il faut que les gens se débarrassent du président. Pourquoi? C'est pour créer un soulèvement? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que c'est parce que c'est le président qui dérange? Est-ce que c'est parce que c'est le leadership du président qui dérange? Il faut analyser les faits, même les communiquer quand on analyse. Et au jour d'aujourd'hui, le Mali a pris une avancée. Qu'on le dise ou pas, et même ceux qui ne comprennent pas dans ces pays, qui sont peut-être en erreur. Et c'est vrai, les gens vont continuer à affirmer autrement, en pensant que les choses sont autres. Ce que les ennemis cherchent, ils ne vont jamais nous aimer. Ils ne nous ont jamais aimés, ils continuent à aller dans cette logique.
Et quand ils viennent dans nos pays, c'est pour nos propres ressources et ça c'est évident. Et quand on veut récupérer nos ressources, ils utilisent tous les moyens pour utiliser nos ressources et nous diviser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils vont continuer. C'est une guerre qui vient de commencer, c'est un processus long et c'est pourquoi on doit la préparer de façon vraiment continue, de façon pérenne et de façon la plus performante. Ok. Après ces attaques, vous le disiez tantôt, le gouvernement a décidé de la fermeture de certains parcs animaliers. Il y a également aussi cette opération d'enlèvement des véhicules stationnés aux abords, en tout cas de différentes routes déjà. C'est des mesures salutaires. Moi, j'ai un point de vue différent. Allez-y. Ok. Vous savez, je répète, la lutte contre le terrorisme, les armes ne mèneront pas au bout du terrorisme. Il faut déradicaliser la base, c'est-à-dire les jeunes qui se font enrôler. Il faut déradicaliser les femmes. Parce que toute cette situation... En laissant les parcs ouverts, comme on les appelle couramment ici à Bamako, les gravales. Je ne parle pas des parcs, d'abord. Il faut déradicaliser. Et ce système de déradicalisation, il y a un travail en amont qu'on doit le faire. Et qu'on n'est pas en train de faire. Et qu'on n'est pas en train de faire. Elle l'a dit, beaucoup de jeunes qui se font enrôler aujourd'hui parce qu'ils sont en difficulté financière, sinon des problèmes d'ordre social qui font qu'ils sont enrôlés. Il y a une organisation internationale qui a dit que 7 millions de Maliens ont besoin de l'aide. 7 millions de Maliens. Ça veut dire que les terroristes ont un plan de travail et ils travaillent sur la mentalité de ces personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin et qui peuvent facilement enrôler. Ils travaillent sur leur mental. Et nous, en tant qu'autorité, en tant que société civile, en tant que population, qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir cet acte? Okay. Vous voulez revenir à ma question? Voilà, je reviens. Okay. C'est que la décision, l'esprit de la décision, elle est bonne. Mais la forme de la décision, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette façon de prendre les décisions. Déjà, on a fait une partie, à ce que je comprends, une partie de la mission des terroristes. C'est-à-dire semer la peur, le doute et l'inquiétude dans l'esprit des Maliens. Moi, j'aurais proposé une solution. Peut-être c'est à partir de ces endroits, certainement, que les choses ont été préparées. Oui, certainement, on n'en sait rien, mais on peut en déduire. On a dit tout de suite, des têtes doivent tomber. Oui. Chacun doit faire son travail. Au niveau de ces parcs, est-ce que ce n'est pas aussi une mesure anticipative? Mais une mesure anticipative qui va faire des frustrés et qui peut avoir des conséquences. Vous savez, chaque fois qu'il y a des frustrés, souvent il y a des positions qui se radicalisent. Moi, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas raison. Mais la procédure, la façon dont la décision elle a été prise, c'est une décision radicale. Okay. Et cette décision, si je dois parler aux autorités, j'aurais proposé d'amplifier les mesures sécuritaires sur ces sites-là. Déployer les forces de l'ordre à côté de ces marchands de bétail, les impliquer dans le démantèlement des bandits. Et peut-être comme ça, la population et les riverains vont quand même contribuer vraiment à ce que tous ceux qui ont des comportements de suspects puissent vraiment être identifiés et mis à la disposition. Mais si des entreprises vont se fermer, des commerces vont se fermer, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Surtout encore que c'est une décision qui a été prise immédiatement et on l'applique. D'autant que les mesures d'accompagnement n'ont pas été créées. Parce que les mesures d'accompagnement, on a entendu le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, dit avoir identifié déjà des sites pour pouvoir abriter ces parcs. Mais ces sites sont, pour combien de temps seront disponibles pour réellement abriter ces gens? Et pendant ce temps, qu'est-ce que ces gens vont faire? Quand vous voulez gérer une situation compliquée, il faut une décision collégiale. Okay. Moi, je pense que la décision, elle devrait être collégiale, impliquer en amont et en aval les acteurs de ces marchés de bétail. Okay. Pour le stationnement des véhicules. Pour le stationnement des véhicules, je salue la décision. C'est une très bonne décision qui a tardé à être prise. Sinon, ce moment devrait trouver que... c'est-à-dire le Tour d'Afrique, le long du Tour d'Afrique jusqu'à vers nous, c'est toujours comme ça.
Donc, toutes les entrées de Bamako, c'est toujours comme ça. Donc, on pouvait quand même faire en telle sorte que vraiment, depuis fort longtemps, qu'on a pris cette disposition. Ok. Voilà. Désormais, hein, les importants parcs animaliers fermés à Bamako, réaction? Bon, moi je trouve que c'est une bonne décision, et du moment que même les vendeurs de bétail aussi ont été interviewés sur le thème, ils trouvent que oui, si c'est pour la sécurité du pays, ils sont prêts à d'accepter. Hein, certains. Bon, oui, certains, mais tout le monde ne peut pas être unanime sur une décision, ça c'est clair. Mais je pense que si... Sauf que nous, on entend d'autres réactions aussi. C'est ce que j'ai dit, tout le monde ne peut pas être unanime par rapport à une décision. Mais moi, je pense que y a trop de parcs animaliers à Bamako, au fait. Il y en a trop. Parce qu'à chaque fois qu'il y a à l'approche des fêtes de Tabaski, ben, quand les gens qui viennent du village, ils voient un endroit, un terrain vide, ils en font un parc de bétail. Et souvent sans autorisation. Et ça, c'est ça, on a vu. Et en persistant à rester, la mairie a tendance à laisser en dire que bon, vraiment, comme c'est pour vendre du bétail, les gens se désintéressent. Mais c'est vrai que c'est possible que ces terroristes puissent s'infiltrer parmi ces gens et poser des actes. Moi, je pense que les délocaliser et les envoyer dans un endroit où c'est plus facile de sécuriser et le parc, et aussi les bétails, parce que ces gens ne nous arrangent pas comme ça n'arrange pas aussi les vendeurs de bétail, parce que ils peuvent se faire aussi du mal sur le terrain, ils peuvent être des cibles d'attaque, on ne sait jamais, ou même d'otages. Donc moi je pense que c'est une décision très salutaire, et aussi d'essayer de renforcer la sécurité au niveau des camps de réfugiés, parce que ce sont des zones aussi qui sont très très sensibles, parce que les réfugiés, il y a beaucoup d'entrées, c'est des habitations vraiment pas dans les normes, donc les gens peuvent rentrer comme sortir, on ne sait pas qui est qui. Il y a certains qui sont identifiés, d'autres qui ne sont pas identifiés. Il y a même des bandits qui habitent souvent dans ces zones-là pour s'abriter le temps de. Donc, je pense que même dans ces zones, on doit sécuriser et chercher à renforcer la sécurité à ces niveaux. Et sur la décision du ministre des Transports? Oui, ça aussi c'est une très bonne idée, parce qu'à chaque fois on voit des camionneurs, des véhicules non immatriculés, vitres teintées, qui sont garés, souvent on ne sait pas qui est dedans, où ça fait quoi ici, et ça passe des jours et des jours. Et ça, je pense que c'est une décision salutaire. Tout ce qui peut rentrer à la sécurisation vraiment de la ville de Bamako, je pense qu'elle doit être priorisée. Bagui, sur ces deux importantes décisions après l'attaque? En tout cas, je n'ai pas compris qu'on ait établi officiellement un lien entre ces décisions et ce qui est arrivé, même si... On peut en déduire, hein? Ouais, et même si effectivement dans les interviews, on peut voir que souvent les gens font le lien directement avec ça. Mais ce que je veux dire dessus, c'est que si les autorités estiment, à partir des informations qu'elles ont, que ces décisions aident aujourd'hui, si vous voulez, à la situation, à contribuer à apaiser ou à contribuer à la stabilisation de la situation du pays, c'est tant mieux. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que toute décision du genre, à mon avis, doivent s'inscrire en fait dans une sorte d'architecture opérationnelle en réalité existante. C'est-à-dire que ça soit structuré et non des actions ponctuelles que nous faisons pour le moment, et sans peut-être que ce qu'on est en train d'aller chercher soit en tout cas suffisamment étudié et connu, et que les moyens d'action on puisse s'en assurer, et que les moyens de suivi également, pour s'assurer que oui, ce qu'on veut aller chercher, on est en train d'y aller et on sait évaluer progressivement pour y aller. Et j'espère que c'est dans ce cadre-là. Mais l'autre élément que je voulais ajouter aussi à ça, c'est que, je l'ai dit et je pense que je vais revenir dessus, c'est que nous devons éviter que le terrorisme dicte en fait notre quotidien. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler avec le terrorisme au quotidien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons pouvoir trouver les moyens de vivre, de nous épanouir dans notre pays, dans nos cités, en mettant effectivement les différents moyens qui vont de manière effectivement à circonscrire des éventuels terroristes ou des cas de terrorisme. Et ça, encore une fois, j'insiste dessus, ce ne sont pas très souvent avec les moyens rudimentaires que nous avons, des contrôles de personnes physiques et tout ça, qui font ça. La technologie est un pan extrêmement important dedans.
tout ce que vous avez vu de par le monde parvenir effectivement à avancer, ils ont fait le choix d'aller effectivement dans ces solutions technologiques. On peut en trouver d'autres solutions endogènes, nous les avons, mais de manière à protéger en fait ce que nous faisons régulièrement. Si nous partons à la mosquée, que nous partions régulièrement à la mosquée, mais que si on doit prendre des dispositions qui font que on puisse identifier davantage, on puisse mettre les gens, c'est comme cela qu'il faut faire pour éviter que on dise bon voilà, parce que ça s'est passé dans peut-être à la gendarmerie, on fait en sorte que bon l'accès à la gendarmerie par exemple soit peut-être interdit ou restreint strictement et tout ça. C'est des choses qu'il faut éviter, à mon avis. Sinon, si nous faisons ça, c'est que ça veut dire que à chaque fois que les terroristes frappent, parce qu'ils peuvent frapper aussi à chaque instant, il faut qu'on se le dise. Parce qu'aucun pays n'a les moyens de mettre un agent de sécurité. Donc il ne fallait pas forcément prendre ces mesures, hein? Non, j'ai déjà dit, en tout cas, dans ma première intervention, que c'est les autorités qui savent si ça rentre dans un processus effectivement structuré, peut-être de développement, peut-être que c'était prévu, peut-être que c'était un lien avec ça, c'est eux qui savent. Mais pour moi, on est à une phase... Ils l'ont dit hein, pour des raisons sécuritaires. Si c'est ça, si c'est ça pour des raisons sécuritaires, je pense que nous devons que d'accompagner ça en ce moment précis-là. Mais j'ai dit autre élément, j'ai dit qu'il faut faire attention. Si vous prenez des décisions comme ça, qu'elles ne soient pas seulement ponctuelles, elles ont besoin d'aller chercher des résultats et vous avez besoin d'avoir des moyens pour qu'on s'assure que les résultats qu'on veut aller chercher, au moins que nous les avons, si nous ne les avons pas, qu'est-ce que nous faisons pour réorienter les choses. C'est extrêmement important. Donc ce point-là, j'avais déjà dépassé, mais l'autre point que je voulais dire, à mon avis, je vais le résumer, et c'était très important, c'est que partout ça se fait comme ça, il faut qu'on fasse attention pour ne pas que notre quotidien vive au rythme effectivement de la peur du terrorisme. C'est bien le terrorisme, hein? C'est ce que le terrorisme. C'est exactement ce qu'il faut éviter. La terreur. Donc voilà, donc il faut éviter d'être sous l'emprise de la terreur. Sinon, on aurait donné de la victoire au terrorisme. C'est de dire, nous savons que vous êtes là, que vous pouvez être là, mais voici des mesures que nous prenons et nous n'arrêterons pas de vivre parce que vous êtes des terroristes. Docteur, la fermeture de Grabal, hein, diversement, en tout cas commentée par les Maliens. Et vous savez, devant les situations de crise, il faut des mesures urgentes. Et sans rentrer dans les détails, je peux dire qu'il y a des corrélations fortes. Sinon, les autorités n'allaient pas prendre ces deux décisions. Et devant une situation de crise, avec l'histoire de la Covid, tout le monde sait ce qui s'est passé. La vie s'est arrêtée. Et il y avait tellement de restrictions, c'est la même chose. Et quand il y a un foyer, il faut trouver les sites. Probablement, il y a un lien de ce qui s'est passé avec ces différents sites. On n'a pas les détails aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, et si on veut endiguer la situation, la crise, les autorités sont obligées de prendre certaines mesures. Nous, on n'a pas les détails. Et si ça a été fait, c'est pourquoi on dit dans les cartes sécuritaires, on n'a pas fermé les mosquées, on n'a pas fermé les banques, on n'a pas fermé les autres établissements. Pourquoi? Sûrement, il y a une corrélation forte avec ces actes. Et ce qui est important, on doit attendre. Parce que quand on a la responsabilité de gérer un pays, quand on a la lourde charge de gérer un pays, il y a certaines décisions qui sont prises de façon rapide. On ne peut pas consulter tout le monde. Et c'est vrai, certains vont dire l'implication, la collégialité, c'est vrai, c'est l'idéal. Mais il y a toutes des mesures fortes qu'on sait en matière de gestion de catastrophes. S'il y avait une inondation, est-ce qu'on va demander? Les mesures fortes, on prend toujours. C'est la même chose. Et en matière de situation de catastrophe, on vient avec les méthodes fortes pour la sécurité de tous les citoyens. Et c'est ce qui se passe. Mais il faut des mesures d'accompagnement, d'information, de sensibilisation pour que même les intéressés comprennent, pour leur propre sécurité d'abord. Et c'est vrai, les gens vont toujours interpréter. Et souvent, c'est parce qu'il y a la méconnaissance. Quand on ne connaît pas, souvent on suit pour l'intérêt public. Et quand l'intérêt public prime, on n'a pas le choix. C'est l'État qui prime et chacun doit suivre en attendant. Et le mois venu, on fera l'évaluation de la décision. Et si les décisions étaient bonnes ou pas, c'est en ce moment qu'on saura. Mais sous l'effet de l'action, nous devrons subir, nous devrons accepter. On doit discipliner par rapport à ces mesures. Et c'est pourquoi je disais, il y a les analyses qui continuent. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que la situation est maîtrisée. Voilà. Depuis que la communication a été faite, maîtrisée dans le sens que l'attaque qui a été faite aujourd'hui n'en a pas eu d'autres réactions. Et comme on l'a dit, devant les terroristes, tout est possible. Ce n'est pas seulement au Mali. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement à Bamako. Dans n'importe quel pays, quand on veut faire du mal, les gens peuvent agir. Il faut qu'on les sache. Ça dépend de la personne qui est là. On a vu dans les pays développés, les gens se lèvent du jour, ils font combien de morts? Tant que les armes circulent, il y a des méthodes. Voilà. Et c'est pour dire, nous, on doit être vigilants. On est face à un ennemi
qui a plusieurs stratégies, qui est adaptée en fonction de la situation. Et c'est ce qui complique. Et c'est ce qui complique la riposte. Et c'est pourquoi nous devrons collaborer et nous devrons renforcer les différentes mesures sécuritaires. À chaque fois qu'il y a une action terroriste, qu'on puisse minimiser les dégâts. C'est ça le plus important. Okay. S'il y a dans la gestion de ces deux attaques, s'il y a une image qui a choqué les Maliens, c'est celle dans laquelle on voit un terroriste se mettre en scène à côté de l'avion présidentiel et tentant de le mettre du feu déjà. Comment vous expliquez cette image? Quel message les terroristes ont voulu lancer à travers ce message? Au fait, Sidibé, c'est que les terroristes ont leur stratégie de communication. Est-ce que vous pouvez nous aider à l'aide? Et leur stratégie, il ne s'agit pas de faire de grandes victoires pour communiquer. Il s'agit de montrer un acte symbolique, de polémiquer autour et susciter la peur, le doute et la terreur dans l'esprit des gens. C'était ça. On sait que... Pourquoi cette cible précise? Mais l'aéroport, c'est... Non, je parle de l'avion présidentiel. Oui, l'avion présidentiel, oui. Peut-être qu'il faut relativiser lorsqu'on parle de l'avion. Il s'agit là où garer le pavillon, le niveau du pavillon présidentiel. Vous allez entendre qu'ils ont parlé de l'avion présidentiel, mais dans certains communiqués de médias internationaux, oui, on parle plus de... ils parlent encore des aviations militaires ont été détruites. Pour dire qu'ils ne se sont pas seulement attaqués, non seulement à l'avion présidentiel, mais tout l'arsenal militaire qu'on a récemment acquis et ont quand même subi des dommages. Donc maintenant, sans brandir de preuves. Ouais, sans brandir les preuves. Bon, maintenant, si l'avion présidentiel a été endommagé, nous, quand même, on a vu quelques images où il y a des impacts de balles et après, il a tenté de mettre le feu. Comme il ne sait pas que l'avion ne se brûle pas comme ça, comme il est ignorant, idiot qu'il est. Mais ce que le message qu'il porte, c'est que l'aéroport international, le trafic au niveau du Mali est dangereux. Donc, tout ce qu'on fait, les classements, pour dire que Bamako est une zone dangereuse et telle ou telle localité est une zone dangereuse. Pour les conforter dans leur classement. Conforter dans ces classements. Donc, le message, c'est pour quand même dire aux internationaux, n'allez pas au Mali. C'est ça l'objectif recherché. Donc, nos autorités ne doivent pas quand même permettre, au fait, on a un plan, je reviens encore, sur le plan diplomatique et sur le plan de communication, il faut aussi répondre à ces médias. Nous, juste là, on tarde à les répondre. Et sur le plan international, voilà. Evelyne, sur la cible qui a été celle de l'avion présidentiel. Bon, moi je pense que l'avion présidentiel, au départ, ne faisait pas partie du plan. À mon analyse personnelle, je pense que quand ils sont arrivés sur le tarmac, qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne, parce que je pense que le carburant même qu'ils ont utilisé, c'est certainement le carburant du moto Jakarta qui les a permis d'aller sur le tarmac. Et c'est avec ce carburant qu'ils ont essayé de brûler le protège du réacteur de l'avion. Donc il a essayé une première fois, ça n'a pas marché, le truc s'est éteint, une deuxième fois, jusqu'à une troisième fois. Donc je pense que si réellement c'était l'avion, réellement leur cible, l'avion présidentiel était leur cible, ben, ils allaient le mitrailler. Ils se préparaient aussi en conséquence. Exactement, ils allaient se préparer en conséquence et le mitrailler, ça ne serait pas des petites flammes que nous allons voir sur le réacteur, mais ça, ils allaient quand même le cribler de balles. Et je pense que ça n'a pas été fait. On a juste vu qu'il a essayé de mettre tête, c'est pour communiquer parce que eux-mêmes, ils sont condamnés, comme j'ai dit, c'est des kamikazes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir de l'enceinte quand même de l'aéroport vivant. Donc, il fallait faire un acte qu'ils vont filmer et qui va circuler, au moins ça fait passer un message. Et je pense que c'était juste pour communiquer plus qu'autre chose. Maintenant, on a vu aussi 2 véhicules, je crois, de Azam qui a aussi été brûlé et des tirs qui ont été faits dans le pavillon présidentiel. Donc, je pense que tout ça, c'était pas des trucs préparés parce que c'était 2 personnes. Certainement, ils sont retrouvés. L'objectif, peut-être, c'était pas l'avion présidentiel ou même le pavillon présidentiel, mais plutôt l'aéroport militaire qui n'est pas très loin, qui est l'armée de l'air, et où sont garés nos drones, nos avions et tout ça, qui leur font mal. Parce que je pense que même dans le communiqué, je crois, de Koufa, ils ont parlé de drones, nos drones qui les bombardent sur le terrain. Je crois que leur objectif plutôt était de détruire ces avions. Et comme par contre ils n'ont pas pu le faire,
Donc, ils ont trouvé notre avion présidentiel. Bon, ils se sont dit, bon, on va quand même communiquer, on ne mourra pas comme ça. Okay. Donc, la cible, finalement, c'était pas l'aéroport civil, hein, où on va défiler l'aviation civile. Finalement, c'était la base 101 qui abrite, en tout cas, l'avion présidentiel et certains avions militaires. Mais finalement, qu'est-ce que j'en sais? Vous savez, quand j'avais vu l'image, la vidéo, oui. Le temps peut-être, je n'ai pas de moyen de l'authentifier tout de suite. J'étais là, je me disais, mais en réalité, ça rentrait dans 2 points chez moi. Le premier, je me disais... C'était pas vrai. Je me disais, est-ce que ça c'est vrai? Ouais. Mais 2, je cherchais également à savoir un peu la temporalité entre ce qui est arrivé au niveau de l'école de la gendarmerie et du côté donc de l'aéroport. Est-ce que c'était aussi 2 équipes séparées ou bien c'était qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que l'autre là c'est d'abord la gendarmerie après l'aéroport ou bien c'était après l'aéroport? Et tout cela, j'étais en train de me poser des questions dessus parce que notre capacité à réagir tout de suite peut-être que devait empêcher, si c'était la gendarmerie, je pense que dans un rayon à peu près quand même un peu plus élargi. Voilà, mais en gros, je me disais, ben attends. Pourquoi cette cible, quoi? Voilà, j'étais en train de... Mais en réalité, j'en arrive simplement à 2 choses. La première, c'est que c'est un aspect de communication. Quand vous faites attention, depuis que nous, nos autorités, ont communiqué une seule fois, et après, vous avez vu, c'est des médias, des médias internationaux, c'est encore des communiqués parfois, je ne sais pas, authentifiés ou pas, on dit CSP, en fait ici, Génime par-ci, par-là, ainsi de suite. Donc, on voit que derrière, on veut prendre effectivement ça en boucle pour aller dans une certaine direction et qui conforte effectivement l'instauration d'une certaine peur, donc, au niveau de la population malienne. Et deuxièmement, tenter effectivement d'isoler davantage donc le Mali en termes de fréquentation, parce qu'on serait potentiellement effectivement un État, voilà, avec d'autres raisons. Je pense que ce sont ces 2-là finalement que je suis en train de voir derrière. Donc, à mon avis, ça ne nous sert pas beaucoup. Ce qui nous sert et le plus important, c'est vraiment qu'avec nos autorités, nous travaillons déjà à comprendre, et je pense déjà les bases sont là, que ce terrorisme-là, le vaincre, c'est d'abord notre affaire. Les autres feront leur communication. Ils prendront des matières, ils spéculeront. Ils sont en train de spéculer pour la plupart. Si vous faites attention, ils n'ont pas d'éléments probants sous la main. C'est vrai que nos autorités aussi ne communiquent pas. Et ce qu'il faut, j'allais l'oublier, c'est un peu cette communication sur les réseaux sociaux également. Si vous faites attention, beaucoup d'images viennent souvent par nos vidéomènes pour venir effectivement donner en fait d'autres interprétations, d'autres analyses sur ça, alors que ces images sont censées venir effectivement des sources en tout cas qui sont quelque peu authentiques. Et donc on doit faire attention effectivement à ce traitement sur les réseaux sociaux, autant que nous devons faire attention. On a entendu le procureur en charge de la lutte contre la exactement, j'ai bien aimé ça. Mais qu'il y a un communiqué qui a été décrié par j'ai bien aimé. Je pense que nous devons faire attention aujourd'hui, parce que l'information en même temps devient l'arme la plus fatale en réalité. Nous avons besoin de travailler, et je pense que ce point-là, je vais insister dessus. Nos autorités en premier doivent comprendre et y travailler, que cette cohésion sociale-là, la disponibilité des populations, elle est là, mais la structuration pour que nous travaillions effectivement à avoir cette cohésion sociale-là pour vaincre le terrorisme, indépendamment du président, indépendamment d'une autorité, mais pour le pays, c'est très important, parce que lorsqu'on touche, on fait l'analyse sur l'angle du président, sur l'angle des autorités, on donne une connotation politique, alors que le terrorisme n'a pas de regard sur ça. C'est pour l'État, c'est pour nos populations, c'est pour nous tous, et nous devons pouvoir effectivement, les autorités, je me reprends encore, à faire en sorte que cette cohésion sociale, nous y travaillons le long du temps. Ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, il faut y travailler le long du temps. Docteur, cette image de l'avion présidentiel a choqué plus d'un, dont vous certainement. Non? Vous savez, quand j'ai vu l'image, pour moi c'était des cinémas. Il faut savoir analyser les faits, les actions. Et on est en train d'amplifier. Et pour moi, on doit se poser la question d'abord, pourquoi c'est des cibles? Qu'est-ce qui était réellement visé? Parce qu'ils n'étaient pas au terme de souhait, ils n'avaient pas les compétences pour détruire ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est évident. Et peut-être l'APT est venu en mangeant certainement. Quand on regarde, et pourquoi la gendarmerie? Qu'est-ce qu'on cherchait? Pourquoi l'aéroport? C'est lui qui a essayé de mettre le feu. C'était avec la grande nonchalance. Il n'y avait aucune vigueur. On sent que ce n'était pas des actions fortes. Et ensuite, les tirs qu'on a vus, c'est la même chose. Mais quand on regarde,
derrière, il y a toute une propagande. Et c'est pourquoi je dis, c'est que sûr, il y a des complicités. Et les jours à venir, nous allons en savoir plus par rapport à ces questions. Et quand on est arrivé à l'heure du bilan, tout le monde parle. On continue par rapport aux questions du bilan. Il y a des Maliens qui ont été interrogés à l'étranger, des hauts responsables maliens, des anciens. Certains cherchent même les mots quand tu parles. Ils cherchent des mots parce qu'ils sont en mission. Cherchez à voir tous ceux qui ont intervenu sur la question. Si vous êtes des fins communicateurs, il y a certains qui cherchent des mots, ils sont gênés et même ils ne savent pas comment parler. J'en ai vu plusieurs qui ont essayé d'agir. Et dans leur action aussi, ils agissent contre les autorités. Ils essaient de faire semblant, de se sentir maliens, de justifier leur appui, mais en réalité, ils sont dans d'autres luttes. Et ça, les Maliens doivent faire la part des choses. Un responsable qui cherche le mot, ça se voit. Un responsable on l'a mis des comprimés. Vous faites allusion à quel est responsable? Il y en a plusieurs. C'est pourquoi il dit à chercher à lire les communiqués, les gens qui réagissent. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais vous allez savoir. Quand vous suivez les gens, les communiqués, les choses sont naturelles. Un responsable qui n'a même pas parlé juste devant les micros, je pense qu'il y a un problème. Quand les gens cherchent, ils sont gênés ensemble. Et quand vous analysez, ça c'est un travail de propagande qui est déjà fait. Il y a tout un appui interne, externe, par rapport à ce processus. Et l'image, en fait, moi, ça m'a choqué parce que c'est l'image du pays. Et c'est l'image qui est écorchée. C'est pour vous dire, vous créez haut et fort, mais vous n'êtes pas à ce niveau. D'accord. On donne une image, c'est pour dire non, vous pensez que vous êtes à tel niveau, mais alors que vous êtes ici. Et je pense que les Maliens doivent être vigilants. On ne doit pas accepter de se rabaisser. D'accord. On doit avoir l'estime de notre peuple, de notre vaillante armée, et on doit être fier de ce qui se fait aujourd'hui à la date d'aujourd'hui. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait comme invité M. Modibo Diakité. Il est de la société civile. Evelyne Jacques, présidente de la COFOR Bagui Diarra Analyse Politique. Docteur Agali, souvent j'ai des soucis avec votre nom, Docteur Ali Di Agali Wele, il est vice-président du BRDM. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Au revoir.